Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêve en moi. J'ai maintenant 18 ans, et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale, et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue, et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. » Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris. Puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée. Et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur. Et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours? Waouh! D'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours, et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, Bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé, et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait, et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer, quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue, et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi, car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement. Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. »
J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père. Mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée. Et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa. Et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite. Et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents, et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur, et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler, alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste ? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans. Non, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur. Salut! Je m'appelle Camille, diminutif de Camille, comme la fille dans la série télévisée Les Originaux, et j'ai 17 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau à cause de mon apparence, et cela m'a amenée à prendre une décision assez importante qui a failli me faire perdre le plus mignon des petits amis. Mes 2 meilleures amies, Amy et Lizzie, sont tellement belles. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas ça parce que je suis laide ou quoi que ce soit, mais elles ont toutes les 2 une chose que je n'ai pas,
des courbes féminines. En me tenant à côté d'elles, je me sentais aussi plate qu'une planche. Et vous savez, à cause de leurs courbes, les garçons les remarquaient toujours avant moi. Pire encore, elles recevaient même des sifflements de dragueurs et des compliments de la part des garçons, alors que tout ce que je recevais, c'était des blagues minables sur mon corps. C'est vraiment agaçant. Entendre des remarques telles que « Mon Dieu Camille, tu es si plate que je pourrais t'utiliser comme planche de surf » ou « Camille, je pense que tu devrais retourner à la maternelle et grandir un peu ». Eh bien ces mots me blessaient. J'essayais de rire, mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Les choses ont empiré quand Amy et Lizzie ont eu des petits amis super mignons. Mais aucun garçon ne s'est intéressé à moi. En plus de cela, mes parents divorçaient aussi. Alors à ce moment-là, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pendant les vacances d'été, j'ai acheté des soutiens-gorge et j'ai commencé à les rembourrer. Au début, c'était un peu inconfortable et gênant, parce que le rembourrage me donnait chaud et j'avais du mal à respirer, puisque c'était l'été après tout. Mais j'ai fini par m'y habituer. Ensuite, j'ai essayé de publier des photos de moi dans de jolis yo sur mes pages de médias sociaux. Les commentaires étaient tous des compliments de mes connaissances charmantes. Ils ont dit que j'étais si jolie dans ma nouvelle apparence. Donc tout au long de l'été, j'ai progressivement commencé à rembourrer mes soutiens-gorge de plus en plus, pour qu'on ait l'impression que ma poitrine grossissait naturellement. Puis, le premier jour d'école est arrivé. Il faisait encore assez chaud dehors. Alors j'ai décidé de porter un joli haut pour montrer mes nouvelles courbes. Et quand je suis arrivée à l'école, Lizzie et Amy m'ont toutes les deux prises dans leurs bras et elles m'ont dit que j'étais très belle. Bien qu'elles aient aussi ajouté que j'avais toujours été waouh. Mes amis étaient vraiment les meilleurs. Puis, quelque chose de fou est arrivé. Ce garçon qui me taquinait est venu me voir et il m'a dit « Oh, waouh ! Fille planche de surf. Enfin, je veux dire, Camille, t'es sexy. » Je lui ai fait un faux sourire et je suis partie. Pendant l'année qui a suivi, j'ai continué à rembourrer mes soutiens-gorge. C'est un peu embêtant, mais ça a payé. Car je me suis finalement sentie acceptée. Plus personne ne me taquinait. Et je ne me sentais pas gênée de me tenir aux côtés de mes superbes meilleures amies. Mais tout ça n'était pas si simple. Comme un jour après l'école, il faisait tellement chaud que dès que j'ai atteint ma chambre, j'ai immédiatement enlevé les rembourrages et je les ai jetés sur mon lit. Ce n'était pas du tout confortable. Je suis allée à la salle de bain et quand je suis revenue, ma mère était là, tenant un de mes soutiens-gorge dans une main et le rembourrage dans l'autre. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. Je suis devenue pourpre comme un homard et j'ai répondu « Mais je me sens plus sûre de moi avec le rembourrage, c'est tout, c'est pas grave. » Puis elle a remis le soutien-gorge dans ma main. Maman a poussé un soupir. « Chérie, je sais que c'est parfaitement normal de ne pas se sentir en confiance avec son corps à ton âge. C'est à toi de décider ce que tu fais. Mais je veux que tu saches que tu es parfaite telle que tu es. » Cela signifiait tellement pour moi que j'ai couru vers maman et je lui ai fait un gros câlin. Bien que je sache que maman avait raison, je me sentais encore plus confiante avec mon rembourrage. L'été suivant, ma famille et moi avons fait un voyage de rêve dans ce luxueux hôtel en Afrique. Et même si mes parents étaient toujours divorcés, ils s'entendaient très bien en tant qu'amis. Alors nous y sommes allés tous ensemble. Bon, il n'était pas aussi facile de rembourrer un haut de bikini qu'un soutien-gorge, alors j'ai dépensé mon argent de poche pour acheter quelques hauts de bikini rembourrés, afin de me sentir sûre de moi et de me prélasser au bord de la piscine. Quelques jours après le début de mes vacances, j'ai rencontré un garçon appelé Liam sur la plage. Il était tellement beau. Et vous savez, mon rembourrage m'a donné la confiance nécessaire pour attirer son attention. Et bientôt, il est venu et il a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'en plus d'être sexy, il était aussi très gentil. Il m'a dit qu'il était né en Afrique et que sa tante était propriétaire de cette station. Et maintenant, sa famille y séjourne chaque été. J'ai aussi découvert que nous venions du même pays. Génial! Et donc, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous asseyions dehors et nous regardions les couchers de soleil. Nous faisions des promenades à cheval sur la plage. Nous allions pique-niquer. J'ai passé le meilleur été de ma vie avec lui. Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons continué à sortir ensemble. Mais c'était un peu plus difficile depuis qu'il vivait dans une autre ville. Et puis, il y a eu mon autre problème. Il ne savait pas que je rembourrais mes soutiens-gorge. Même si nous avancions lentement, je savais qu'il voulait aller plus loin. Il ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai commencé à me sentir anxieuse lors de nos embrassades. J'étais tellement déprimée par tout ça. Comment pourrais-je avoir une relation décente alors que je cachais ce secret ? Je ne savais plus quoi faire. Et je pensais que les seules options étaient de dire la vérité ou de rompre avec lui. Liam me rendait si heureuse. Mais je suppose qu'il voulait quelqu'un avec des courbes, pas une fille informe qui essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce week-end-là, Liam est venu me rendre visite, et je savais que je devais le faire. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait perdre le contrôle de la décision. Ce jour-là, j'étais allongée sur mon lit quand Liam a soudainement fait irruption. Oh mon Dieu! Dès que je l'ai vu, j'ai immédiatement couvert mes seins, mais c'était trop tard. Bien sûr, je ne portais pas mon rembourrage, alors il m'a vue. La vraie moi. Il avait l'air choqué, puis il est sorti de la pièce en courant. Je n'ai même pas essayé de lui courir après ou de lui expliquer, parce que je savais qu'il était trop tard. Il s'est avéré que ma mère l'avait autorisé à rentrer chez moi, car il disait vouloir me faire une surprise. Ce soir-là, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne voulait plus être avec moi. Non pas à cause de mon rembourrage, mais parce que je lui avais menti.
Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans une relation basée sur le mensonge. À ma grande surprise, il m'a même dit qu'il me trouvait toujours aussi jolie, et que c'était mon rire, mes yeux et ma douce nature qui l'avaient d'abord attiré vers moi. J'ai immédiatement regretté de lui avoir menti. Il s'est avéré qu'avec le haut de bikini rembourré au nom, il m'aurait approché dans le resort de toute façon. Et nous serions toujours dans une relation. Maintenant, il était trop tard, je l'avais perdu pour de bon. Je savais que je devais faire un changement. Alors j'ai abandonné le rembourrage. Et j'ai décidé d'être fière de mon corps. J'ai aussi posté des photos de moi en haussant le rembourrage sur les réseaux sociaux avec la légende « Fière de ce que je suis ». Le premier jour de retour à l'école n'a pas été facile, mais heureusement pour moi, j'avais Amy et Lizzie à mes côtés. Les autres enfants me montraient du doigt et chuchotaient, mais mes amis leur lançaient des regards méchants et leur disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis, à ma grande surprise, j'étais en train d'appliquer du gloss dans les toilettes quand cette fille s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es superbe. J'aimerais être aussi confiante que toi. » Ouais, alors certains garçons ont recommencé à me taquiner, mais vous savez quoi, honnêtement, je m'en fichais. Je n'avais que Liam en tête. Alors, ce qu'ils disaient, ça ne m'importait pas du tout. L'un d'eux avait même de l'acné horrible et l'autre avait les cheveux gras. Mais j'avais mieux à faire que de leur faire des remarques inutiles à ce sujet. Alors peu importe, j'ai dépassé cela. Maintenant, mon histoire n'est pas terminée. Car un jour après l'école, je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Liam sur le pas de la porte avec des paquets de nerds. Les bonbons que nous mangions le jour où nous sommes devenus un couple officiel. J'ai été très surprise de le voir là. Il me les a passés, puis il a dit « Camille, je suis désolée pour ma première réaction. Je savais que c'était mal de ma part de ne pas penser à tes sentiments. J'aurais dû mettre à ta place pour comprendre la raison pour laquelle tu as fait ça. Je suis vraiment désolée. Je ne m'amuse plus et ne pas t'avoir à mes côtés, eh bien, je suppose que ça veut dire que tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en répondant « Oui, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Et je me suis jetée dans ses bras. Et nous sommes restés ensemble depuis. Naturellement, Amy était un petit peu sceptique au début, car elle avait vu à quel point j'étais contrariée quand il a rompu avec moi la première fois. Mais une fois qu'elle l'a rencontré, elle a réalisé à quel point nous sommes parfaits ensemble. Ah, et il y a encore une chose. Maintenant, j'ai 17 ans. Et mon corps a changé. Et devinez quoi ? J'ai maintenant une silhouette de sablier. J'imagine que je n'étais qu'une lente fleur, mais j'ai fini par y arriver. La morale de mon histoire est donc que tout le monde est génial comme il est. Oui, je sais, vous avez probablement entendu ça 1 milliard de fois, mais croyez-le, mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce qui vous rend unique. Essayez d'aimer qui vous êtes et n'ayez pas peur de le montrer. Oh, et n'oubliez jamais que la confiance en soi est sexy. J'ai fait ça et ça a marché. Ma vie est devenue la vie dont je rêvais. Aussi, soyez patient, ne vous précipitez pas. Vous et votre corps dans quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, car croyez-moi, ça ne marche pas. Et tout vient en son temps. Il y a toujours une raison à cela. Je réalise maintenant que j'ai dû apprendre à aimer mon corps d'abord, puis petit à petit, ma vie s'est mise en place. Jennifer en salle d'opération. Elle avait trouvé une excroissance et voulait que je l'examine. Quand j'ai palpé pour vérifier, elle a sursauté, et son réflexe premier fut de me donner un coup de poing. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, elle et une infirmière penchées au-dessus de moi, bouche bée. Mon nez saignait encore. Je devais être dans un piteux état. Elle n'arrêtait pas de dire désolé, mais je la rassurais en disant que ce n'était pas grave. Puis avec son autorisation, j'ai continué l'auscultation. J'ai découvert quelque chose, donc je lui ai fait passer une biopsie et au final, j'ai dû lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle devrait subir une mastectomie. Je voyais qu'elle était bouleversée. J'avais l'habitude que les patients pleurent à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, mais elle était si forte et courageuse. Elle me posait simplement quelques questions sur l'opération, puis elle est partie calmement. Puis, à ma surprise, elle m'impressionnait davantage chaque jour. Durant les semaines suivantes, elle m'apportait mon déjeuner chaque midi. Je pensais qu'elle avait peur que je lui en veuille de son coup de poing, et que c'était sa manière de se faire pardonner. Les repas qu'elle m'apportait étaient délicieux, et je dois l'avouer, la voir était mon rayon de soleil de la journée. Elle était si adorable et courageuse. Elle traversait une période horrible, mais elle ne baissait jamais les bras. Au lieu de ça, elle arrivait gaiement dans ma salle en souriant. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle, et je savais que c'était réciproque, car notre alchimie était évidente. Mais c'était ma patiente, et je devais penser à ma carrière. Donc il fallait que je sois prudent. Pourtant, je ne lui résistais pas, ni à ses délicieux repas. J'étais occupé à l'hôpital toute la journée, et je n'avais pas le temps pour un rencard, alors qu'elle enseignait les arts martiaux à des enfants et travaillait seulement le soir. Donc elle avait beaucoup de temps libre. C'est pour ça qu'elle me faisait à manger tous les jours et m'apportait à manger à l'hôpital. Même après sa mastectomie réussie, elle venait toujours m'apporter à manger. C'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer mes sentiments. Et elle a dit oui.
Parfois, elle devait attendre plusieurs heures avant que je termine avec mes patients en salle d'opération. Quand elle s'endormait en m'attendant, elle ressemblait à un petit chaton. Mais rapidement, ce chaton s'est transformé en tigre, et j'ai vite découvert que cette tigresse mordait. Aïe! Les choses étaient compliquées avec mon travail. Mes patients étaient surtout des femmes, et quand je les auscultais, il fallait que... oui, vous voyez ce que je devais faire. Bien sûr, Jennifer le sait car je l'avais auscultée de nombreuses fois déjà. Elle imaginait toujours que je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre. Une qui, à ses yeux, serait entière. J'essayais de la rassurer que c'était elle que j'aimais, et elle seulement. Opération ou non, à mes yeux, elle était parfaite. Mais peu importe le nombre de fois où je lui disais, elle ne me croyait pas. Elle me disait qu'aucune fille ne pourrait accepter que son copain tripote une autre femme et en parle avec elle quotidiennement. Je lui ai dit, normalement, le corps humain est une merveilleuse création de la nature, mais pour les yeux d'un médecin comme moi, c'est une simple masse de chair. Est-ce que tu trouverais un morceau de viande beau? Ça ne te donne pas la chair de poule d'imaginer ça? Puis elle a rétorqué, donc à tes yeux, je ne suis qu'un bout de viande, c'est ça? Ah, j'essayais de lui dire que ce n'était pas ça. Mais mon Dieu, elle était têtue. Il m'a fallu des heures pour la calmer. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et me lançait un regard noir quand de belles jeunes femmes entraient et sortaient de ma salle. Ces agissements n'ont pas passé inaperçus auprès des infirmières, qui m'ont dit qu'elle mettait les patients mal à l'aise avec ses regards insistants et ses expressions dédaigneuses. Je leur ai dit que ce n'était rien, qu'elle était dans une période difficile, c'était tout, et de bien vouloir comprendre que c'était normal qu'elle se compare aux autres femmes. En leur disant ça, je ne savais pas si je pourrais excuser ses futurs comportements. Cet après-midi, durant mon déjeuner tardif, Jennifer m'a demandé si la 8e fille qui est entrée dans ma salle était belle. Ah mon Dieu, la seule personne dont je me souvenais était celle qui était sortie de ma salle 5 minutes plus tôt. Je me souvenais uniquement que c'était celle avec le kyste, mais je ne me rappelais pas de son visage. Pourquoi tu mets tant de temps à réfléchir? Tu te souviens de son visage? Tu dois juste dire qu'elle n'était pas belle, non? J'ai balbutié. Oui, c'est ça. Pas belle du tout. Elle fronça les sourcils. Ça veut dire que tu te souviens d'elle. Pourquoi elle t'a autant marqué? Je devenais tendu. C'était quoi le problème des femmes? Une semaine plus tard, quand elle m'apporta mon déjeuner, elle me demanda « Est-ce que tu connais la fille en robe rouge? Car ça fait déjà 3 fois de suite qu'elle vient. Chaque fois, elle s'habille bien. Et qui porte une robe pour aller à l'hôpital? N'est-ce pas normal pour un patient de voir son médecin régulièrement? Non, ce n'est pas normal. Je veux voir son dossier. La 3e personne à partir du haut. Arrête, tu sais que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors tu n'as pas le droit de manger non plus. Mon Dieu, c'était ridicule. Elle ne capitulait pas. Donc j'ai cédé et lui ai montré le dossier. Cette fille venait d'avoir une opération d'augmentation mammaire. C'est pour ça qu'elle venait régulièrement faire un contrôle. Jennifer a souri en disant « Je le savais, ce sont des faux. Je pensais que ça en resterait là, mais il se trouve que ce n'était que le début. » Jennifer me bombardait de questions sur la fille en robe rouge. Par exemple, est-ce qu'elle me plaisait? Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Qu'elle était la seule qui comptait à mes yeux, etc. Mais bizarrement, les jours suivants, elle ne venait plus à l'hôpital. Elle m'envoyait quelques messages tous les jours puis a disparu. Peut-être que j'aurais dû me spécialiser en psychologie, car j'étais peut-être un bon médecin, mais je ne savais pas ce que les femmes pensaient. 1 mois passa et elle ne revint plus à l'hôpital. J'étais soulagé au début, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette insolente préparait. En attendant, c'était bizarre que la fille en robe rouge venait de plus en plus souvent, alors qu'elle n'avait aucun problème de santé. Puis un jour, elle est arrivée en disant qu'elle avait mal et que ça grattait. Je lui ai fait passer un scanner et des tests, mais je ne trouvais pas la raison. Eh madame, vous êtes en meilleure santé que moi. Si vous n'en êtes pas sûr, merci de faire un contrôle 1 fois par mois, ou je peux vous conseiller un autre hôpital. Où est votre copine? Dit-elle en m'interrompant. Pardon? Elle m'a dit d'attendre et de voir, mais j'en ai marre d'attendre. Où est-elle? Hein? Que se passe-t-il? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand et Jennifer est apparue. Oh mon Dieu! Elle était totalement changée. Elle était habillée de manière très sexy, pas mignonne comme avant. En tant que médecin et petit copain, j'ai immédiatement vu qu'elle avait des implants mammaires. Avant de pouvoir parler, un homme est entré et a mis sa main sur sa hanche. Puis, il eut l'air confus en regardant la patiente et retira immédiatement sa main de la hanche de Jennifer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je demandais de savoir. Jennifer fixait la fille et a dit « Je t'ai dit que si tu continuais de draguer mon mec ouvertement, je ne resterais pas là. » L'homme qui devait avoir l'âge de mon père regarda Jennifer. « Quelle drague ?» Puis elle regardait l'autre fille. « Est-ce que tu me trompes ?» Puis la fille en robe rouge lui souriait en disant « Qui trompe qui maintenant ? Quoi ? Ils étaient en couple ou quoi ?
Mais que faisait ma copine ici? Jennifer se tourna vers l'homme. C'est elle qui a commencé en premier, j'en ai la preuve. J'ai pris des photos des fois où elle s'est approchée de mon copain. Si vous divorcez, vous en aurez besoin. Tu ne voudrais pas partager tes biens avec une fille volage, n'est-ce pas? J'ai crié. Mais qu'est-ce que tu fais? L'homme regardait Jennifer. Tu t'es foutu de moi? Tu m'as séduit uniquement car elle draguait ton copain et que tu voulais te venger? Mon Dieu, la porte était toujours ouverte et les médecins, infirmiers et patients venaient voir le cirque. Ils sont venus voir en pensant que c'était une scène de jalousie. Donc, il était évident que Jennifer essayait d'avertir la fille en robe de s'éloigner de moi. Et quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a suivi son mari pour le séduire et elle s'est même fait opérer les seins pour suivre ce plan idiot. Oh my God, elle était folle. Après cet incident, je fus puni sévèrement pour avoir détérioré l'image de l'hôpital et j'ai dû travailler comme bénévole dans une clinique à Mexico pendant 6 mois sans être payé. Ouais, maintenant je suis à Mexico, pour payer pour l'erreur de... Non. Était-ce ma faute? Je n'avais rien fait. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne pas flirter avec un patient. Même s'ils font de délicieux plats, croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête, et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai? Oh, c'est bien, continue s'il te plaît ». Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je me précipite à la maison après le travail pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Ah, comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête.
Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes, et je souriais poliment à ma collègue, quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme, et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. » Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seule. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie. De peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Hey, it's Sarah here with the final part of my story. Trust me, you don't want to miss it. So in the last episode, I found out that Ben had betrayed me, and in doing so ruined my career. So I took the blame and left my job, but I had no idea what I was meant to do next. My ringing phone woke me up. What was going on?
I drowsily reached for it, then saw tons of messages from my friends and colleagues. I skimmed through them, and to my surprise, they all included the same link. Okay, this was strange. I clicked on it and found that it was a video of Ben and Claire. I pressed play, and in it, a crying Claire admitted that she was the person who had revealed my design to Ben. And Ben said that led on by personal reasons, he'd slandered me for being a copycat. Both of them apologized to the company and to me. I scrolled down. There were thousands of comments below their video, and most of them were negative, calling them traitors and so on. I called Claire to check on her, but her phone was off. She was probably avoiding all of the horrible comments. I hoped she was with Ben now, and they could rely on each other to get through this difficult time. After hearing that Claire was begging for his fault, Ben must have realized that he was terribly wrong, then came to her to correct everything. So, the truth was out, but I didn't feel good about this. Instead, all I felt was sad. Noah thought I was capable of betraying him, when this whole vindictive plan had been Ashley's. At that point, I saw tens of messages and missed calls from Noah, but I didn't want to answer just to hear him feeling sorry for me. It hurted me so bad, thinking that when the incident happened, all he cared about was her demand and her family's shares in the company, and that I was nothing to him but a betrayer. My heart ached. Then suddenly there was a knock on my door. I opened it to find Noah standing there. He was panting and his shirt was damp with sweat. "What? Why are you here?" I asked. As soon as seeing me, he hugged me tightly. "What's wrong?" I asked. After some seconds, he said, "You didn't answer, so I was afraid something bad had happened. You were sad and I was so cruel," and I just smiled at him. "See? I'm totally good." Then I asked him to come in. At least I should hide my feelings and treat him like a friend, right? We sat on the couch, and Noah kept staring at me. I joked, "Is there anything on my face?" He said seriously, "Sarah, I'm so sorry. I watched the video this morning, and it's all my fault for not believing you." I replied, "Yeah, that hurt, but you're the boss, so you did what you had to do." Without letting me finish my sentence, he continued, "No, there was no excuse for not believing you. Ben texted me last night and told me everything. He said he loved you, but you don't feel the same, and this made him act like a jerk." So now, no one knew the truth, but for what? He had Ashley and he was marrying her. I smiled at him and said, "It's okay. It's all over. You should care about Ashley more than you thought. This might not happen if she didn't feel insecure that much about your relationship. You have Ashley, so take care of her." He was flustered and then tried to explain, "Sarah, please hear me out. I want you. I always have. I only turned you down because Ashley threatened me." So it turned out that Ashley threatened to destroy my career and make my life a misery at all cost if he dared to break up with her. "That's why I turned you down. I know she really means what she says, and I just want to keep you safe away from her. Little did I know that Ashley tried to wreck your life regardless," he said. Then he gave me a determined look and continued, "Sarah, I tried to ignore my feelings for you, to please my family once before when we were in high school, and I almost lost you again for that damn family company. But now I realize that without you, everything is meaningless. Please forgive me." I couldn't believe this was happening. Finally, we could be together, right? We'd both wasted enough time, but could it really be that simple? He could see me hesitating and immediately grabbed my hand and insisted I go with him somewhere. I asked him where, but he just smiled, patted my head, and said I'd know soon enough. I was kind of confused, but looking at his determined eyes, I knew I could trust him. As we pulled up to this impressive mansion, I realized that I'd been here before. Back at the party where Ashley humiliated me. This was her family's home. I was hesitant, but he assured me it'd be okay and led me inside. There I saw Mr. Adams sitting on the couch and reading the newspaper. I turned to Noah and whispered, "What are we doing here?" He looked right into my eyes and said, "Getting you the justice you deserve." Mr. Adams heard the noise and looked back, seeing me and Noah. He was kind of surprised. "Noah, are you here to find Ashley? She's still in her room. And is this lady—" "Yes, this is Sarah, the daughter of the fireman who saved Ashley's life." Mr. Adams gasped in surprise, then said, "Oh, it is you! How is your father?" I smiled politely and said, "It's nice to meet you. My dad is fine, thanks." Then he asked me some questions about my dad and my job. He was so surprised to know that I was working in Noah's company. Then Noah said, "Mr. Adams, I have something to say." And then he told him everything about how Ashley had teased me 5 years ago and the reason why I moved back to my previous school. Then he told him how she'd planned to ruin my career. Mr. Adams was furious. He immediately called Ashley to come downstairs. Ashley's face was priceless. When she stepped down and saw me sitting in her house, she muttered out, What are you doing here?" Mr. Adams told her to sit down, then said, "Tell me what you did to Sarah, now." She yelled back, "Dad, nothing."
Then she turned to me. First, you stole my fiancé, and now you're slandering me to my own father? You're such a liar. Mr. Adams angrily said, Stop lying, Ashley. Noah told me everything, and I believe him. Sarah's father saved your life, and as a result of his injuries, he had to give up the job he loved. Yet you did this to his daughter? Why? Ashley looked furious. It seemed that her dad had never scolded her before. She shouted, Yes, I did everything, but she betrayed me first. I thought we were friends, but she tried to steal Noah from me back at school, and she's still trying to do it now, even though she knows we're engaged. At this moment, Noah spoke out. It's all my fault, so stop blaming Sarah. Back then, I didn't stand up for her, but I won't be that cowardly again. Ashley held back her tears. Honestly, I felt bad for her, so I motioned Noah to stop talking. He just held my hand tight and turned to Mr. Adams, then continued. I didn't dare to confess my feelings because I was scared that you would withdraw your shares. But now I don't want to hide my love anymore. For me, the engagement was just a business thing. I don't love Ashley. Sarah is always the one I love, and I want to cancel the wedding. No matter what you do, Mr. Adams, I'll accept it. Mr. Adams sighed. Sarah, on behalf of my daughter, I'm so sorry for what she did to you. Tomorrow, I'll organize a press conference to officially announce the truth to the public and vindicate you. Then he looked at Noah and continued, And Noah, don't worry about the company. As for me, work is work, and it doesn't relate to personal affairs. Then he turned to Ashley. Remember, Ashley, you can't force someone to love you because this will bring you nothing but pain and turn you into someone you don't want to be. The next day, the press conference was held, and the room was packed with journalists. Mr. Adams officially confirmed that Ben and Claire's confession video was true, and I was innocent. He also affirmed my talent. He said that he wouldn't investigate this more because Ben and Claire were also talented artists who made one bad lapse in judgment, and as a clear-sighted investor, he would keep facilitating young talented creators. He didn't mention anything about Ashley's fault, but then this was expected, as she was his daughter. On the way back home, I received a video message from Claire. Contrary to the complicated situation here, Claire and Ben were enjoying a trip on a remote island. Through all this mess, they'd found love, and I was so happy for them both. I did always say that given time, they'd make the perfect couple. Seeing how happy they were reminded me of my relationship with Noah. We loved each other, but couldn't be free to show it like they do. I avoided to face him, as technically, he was still engaged to Ashley, and the last thing I wanted was to be a wrecker. Then one evening, Ashley messaged me saying, I'm at Terrace Cafe. I have something to say to you. Don't keep me waiting. Ugh, what could she possibly want to say to me? I was so curious, though. So, I went to meet her. I arrived to find her and Noah sitting at a table and chatting to each other. I was kind of worried, and my legs seemed to be stuck to the ground. I didn't dare to walk toward them. She called me out to let me see how they looked good together, didn't she? I was about to leave, but at that point, Noah saw me and he immediately came toward me and led me to the seat. Ashley said to me, You see, we are back together. I should know how ridiculous she was before agreeing to come. Now I stuck myself in this humiliating situation. Suddenly, Ashley laughed out loud and said, Just kidding, don't be so serious. Look, I'm sorry. I behaved badly and disappointed my father. So I've decided that you can have Noah. Then she smiled, but don't expect me to wish you happiness or anything. To my surprise, Noah turned me around to face him and said, We are no longer engaged. Now I'm officially yours, Sarah, if you let me. I almost cried happy tears when Noah asked me, and I never thought that I finally could say yes to him right in front of my used-to-be enemy. 3 months later, everything returned to some sort of normal. Everyone in the company knew that Noah and I were dating, and they all were happy for us. I spent most of my time sculpting, and it was great to follow my passion. As for Ashley, news is she's doing a master's course in England. And as for Claire and Ben, well, their love continued to blossom so fast that after just months of being together, they announced their wedding. Noah came with me to the ceremony, but as soon as we got there, he had to rush off to solve some issues at the company. I was kind of disappointed, but I tried not to show it, as it was my best friend's wedding, and I was so happy for them both. Then Claire threw the bouquet, and as the belief goes, I wanted to be the one to catch it and marry next. We were all ready to leap for it, but then Claire turned back and walked away. We were so confused. What was she doing? Then she walked towards someone. It was Noah. Noah? He was back from work? She gave him the bouquet, and he immediately ran toward me. And to my surprise, he got down on one knee, handed me the bouquet, pulled out this amazing diamond ring, and said, Sarah, I don't want to lose any more time due to my dumb mistakes. I want to protect you and spend my life with you. So what do you think? Will you marry me?
I couldn't believe my eyes. Noah had this whole thing planned. It was so romantic. I blushed and obviously said yes. Then to cheering and applause, we kissed. Now I'm engaged to the man of my dreams, and hopefully no more obstacles will get in the way of our love. But if they do, well then I say bring them on, as love conquers all. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, eh bien, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose, et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu! J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante, mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurais une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous ? Il a continué à me regarder
et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte, et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue, et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça !» a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet.
disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi, et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmise sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite, et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié, pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait, et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe, mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe.
J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe, et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport, et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul, donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école, et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder, et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemie. Nous allons être sœurs, alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul, et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabrielle. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère.
Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul? Je lui criai dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » « Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. » Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. « Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabriel, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. » Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin, du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller, parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé, et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en deux. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ces règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ces règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elle m'avait même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avait crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi,
Lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets ? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle ? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée, je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée. » Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Even, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées ? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant. Pas vrai ? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman ? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool ? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça.
Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu! Essayait-elle de le draguer? Peu importe, je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar? Nettoie tout ça. » Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ?» Elle a fini sa bière, puis a rôté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui, et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même, sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu, alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10$ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai tracker, n'est-ce pas? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara.
Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave, pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. « Max a l'air de t'aimer !» a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non? Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée, et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo, et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau. Mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi.
Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Et une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc, mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas ? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max, et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée, et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant, et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles.